Franc-parler. Ici, Radio Cotonou, 10h32 minutes. Bienvenue dans votre tribune hebdomadaire sur la 94.3, Franc-parler. La rentrée scolaire 2024-2025 est à nos portes, avec elle, bien évidemment, un ensemble de défis et de préparations pour plusieurs centaines d'élèves, d'enseignants et parents d'élèves. Mais au-delà de l'organisation de cette reprise, quelles sont les dispositions mises en place? Quelles sont les dispositions pratiques à prendre? Comment les divers acteurs, établissements scolaires, autorités éducatives, familles, s'adaptent-ils aux évolutions, bien évidemment, du système éducatif? Je parle d'évolution au pluriel, rassurez-vous. Et bien évidemment, aux besoins des élèves. Grosse interrogation qui se retrouve au menu de cette tribune hebdomadaire sur la 94.3. Aujourd'hui, eh bien, nous allons décortiquer ces enjeux et tenter de comprendre un tant soit peu les implications pratiques pour tous ces différents acteurs suscités afin de mieux cerner comment réussir une rentrée scolaire. Et pour faire l'exercice avec moi, je reçois deux personnages. Eddie Camille Cotto, il est psychopédagogue et consultant en éducation. Bonjour. Bonjour Monsieur Davo, bonjour à toutes et à tous. Et merci de votre disponibilité. C'est un plaisir. Avec vous, Alessandro Adina, il est secrétaire général national du syndicat des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle du Bénin. Bonjour Monsieur Adina. Bonjour Monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, nous sommes présents dans vos différentes demeures grâce à Ghislain Agbangba, c'est bien lui qui met en nom de ce numéro de Franc-parler, et tout ceci sera proposé aux amis internautes via nos différents canaux digitaux grâce à Job Tikpe. Et en direct du studio 1, je suis Loris Freddy Davo. Bienvenue à nouveau. Alors, je démarre avec le syndicaliste Maison. C'est avec vous que nous ouvrons le bal. Comment préparez-vous, vous en tant qu'enseignant, vous, et c'est plusieurs casquettes, je décline, vous en tant qu'enseignant, vous en tant que syndicaliste, vous préparez-vous pour cette rentrée scolaire? D'abord, saluer les auditeurs et les internautes. Et après cela, je voudrais saluer également tous les acteurs du secteur de l'éducation, notamment les enseignants, pour les divers sacrifices consentis chaque année, parce que c'est grâce aux enseignants que l'école tient encore debout. Et par rapport aux préparatifs, il y a plusieurs acteurs et chaque acteur doit jouer sa partition. On va y aller pan par pan. Voilà. Lorsque nous prenons les enseignants, je crois que ils sont prêts. Ils sont prêts parce que les enseignants ont commencé à réactualiser déjà leurs fiches pédagogiques. Et en dehors de cela, ils ont également pris des dispositions, ceux qui n'ont pas fait l'objet de mutation, pour prendre connaissance de leurs emplois du temps. Et au niveau des établissements publics surtout, je crois que c'est la période de l'établissement et de l'affichage des listes des apprenants par classe. Ça c'est important. C'est-à-dire ceux qui, par classe et par promotion, et les listes des apprenants sont affichées. Ceux qui passent en classe supérieure, ceux qui doivent reprendre les classes. Et en dehors de cela, il y a les acteurs que sont les membres du gouvernement qui doivent également prendre des dispositions. Bon, ce qui est déjà fait et qui est une tradition, ce sont les journées de réflexion, les journées pédagogiques qui ont eu lieu les jeudis 5 et les vendredis 6 septembre pour le compte du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Mais le problème qui se pose, c'est le retard qu'on a connu dans le cadre de la publication des nominations et des mutations. Puisque lorsqu'il y a changement à la tête d'un lycée ou d'un collège,
si c'est le chef d'établissement qui s'en va. On va en venir. C'est vrai que c'est seulement je dirais presque à la fin de la semaine écoulée qu'on a vu certaines listes publiées aux différents niveaux primaires et secondaires. On va en venir, rassurez-vous. On va y revenir tout à l'heure. Alors, Eddy Camille Cotto, vous êtes psychopédagogue, consultant en éducation. Inutile de préciser que vous êtes un élément important dans la réussite d'une rentrée scolaire. Que doivent savoir ces différents acteurs, à savoir parents, enfants, établissements, je veux dire les apprenants, les parents d'élèves, les responsables d'établissements et autres. Que doivent-ils faire? Que doivent-ils comprendre de la réussite du suivi psychopédagogique pour réussir une rentrée scolaire? Mon ami Adjina a commencé par aborder la question. Il a fait un état des lieux. Oui, au niveau des différents acteurs. Et je continue avec les enseignants, comme il l'a dit, qui doivent revisiter leur fiche pédagogique, s'apprêter pour donner une nouvelle dynamique à l'enseignement qu'ils ont à charge au regard de ce qu'ils ont fait les années antérieures, apporter une amélioration, parce que ça aussi c'est important de revoir un peu le contenu des différentes notions qu'on voudrait transmettre aux apprenants. Il a parlé de l'actualisation des fiches. Voilà, c'est aussi... Mais le font-ils tous? Le font-ils tous? Je ne saurais répondre à la question, n'ayant pas fait d'enquête, et je pense que les conseillers pédagogiques... Monsieur Adjina, nous y répondre. Les conseillers pédagogiques et les inspecteurs qui font les descentes pour les inspections dans les écoles pourraient répondre valablement à la question si tous les enseignants arrivent à revisiter leurs fiches et à les améliorer. Mais je pense que même si on n'a pas le temps de corriger ou de changer radicalement, virgule par virgule, mot par mot, le contenu des fiches, il est quand même intéressant d'y apporter quelques touches, quelques nouveautés pour améliorer le contenu, parce que la connaissance, elle est dynamique. Et toujours au niveau des enseignants, c'est le moment pour eux de faire aussi le point de tout ce qui est, je vais dire, matériel pédagogique qu'ils auront à utiliser. Et quand didactique et pédagogique qu'ils auront à utiliser en dehors du programme que le système met à disposition ou que le système planifie avec la DIPIC. Il y a que chaque enseignant doit se doter par exemple d'ouvrages, de documents qui pourraient l'aider à renforcer le programme qu'il voudrait transmettre ou qu'il voudrait suivre durant l'année scolaire. Et ça, c'est des défis personnels. Et si c'est un ancien enseignant, c'est nécessaire encore, il vous dira qu'il l'a fait pendant 10 ans, 15 ans déjà. Vous savez, comme je le disais, l'éducation elle est dynamique, la vie d'ailleurs est dynamique. Et donc à chaque année, il y a des nouveautés. Et ne pas... aller chercher et s'accommoder avec ce qu'on a l'habitude de faire, c'est commencer par se tuer à petit feu dans le métier. Il vaut mieux aller à la recherche ou à la quête, au risque de désapprendre. Il vaut mieux aller à la quête de nouvelles connaissances pour être sûr qu'on est toujours à la page. Et les apprenants en ont besoin. Il ne faut pas que les connaissances d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans continuent toujours de faire surface, alors que aujourd'hui il y a beaucoup de nouveautés qu'on pourrait utiliser pour faciliter le processus enseignement, apprentissage, évaluation au niveau des apprenants. Concernant toujours les enseignants, le dernier niveau. À ce niveau. Non, vous allez poursuivre, rassurez-vous. À ce niveau, normalement, donc à chaque rentrée, on ne devait pas voir des enseignants entraîner des fiches usagées, normalement. Ça dépend de ce que vous mettez dans usager. Je ne sais pas si c'est le document physique qui est usagé. Oui, mais vous savez, ce n'est même pas attrayant, ce n'est pas motivant pour l'enseignant même de traîner des fiches désuètes ou des fiches dont les papiers sont déjà décédés en griffe. Il faut quand même rénover. En fait, ça donne aussi de la motivation à enseigner. C'est comme les enfants ou les apprenants. Quand vous avez un cahier en milieu d'année qui est totalement froissé, débridé, ça ne vous donne plus envie d'apprendre. Or, lorsque vous êtes en début d'année et que vous avez de nouveaux cahiers, on a tout de suite envie d'aller vers ces cahiers-là ou vers ces documents-là. Donc, pour l'enseignant, c'est aussi important. Même s'il n'a pas... Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous voyez, avec l'évolution de la technologie, beaucoup d'enseignants n'hésitent pas à avoir leur fiche pédagogique saisie sur ordinateur, donc en version numérique. Ils impriment simplement. En début d'année, ça leur facilite
davantage la tâche. Et parlant des enseignants, je disais que le volet vestimentaire doit être aussi pris en considération. Il faut, à la veille de la rentrée, s'offrir quand même de nouvelles tenues pour faire bonne impression. Je précise que vous parlez des enseignants. Oui, je parle des enseignants. Je parle de l'enseignant est le modèle, et ce modèle qu'il incarne a besoin, au plan physique aussi, de paraître quelqu'un de responsable, quelqu'un de bien stylé. Je ne dis pas que ce n'est que par ça qu'il jure, mais c'est important. Non, c'est important. C'est important. Parce que les apprenants arrivent à s'identifier aussi à partir de la posture, de la tenue vestimentaire de leurs enseignants. Et lorsque l'enseignant, par exemple, n'a pas la posture physique qu'il faut, cela peut conduire les apprenants à désapprendre ou à ne pas aimer sa matière. Donc l'enseignant doit être dans toutes les prédispositions. Je pense que la déontologie du métier le recommande d'ailleurs. L'aîné Adjina ne dira pas le contraire. On attend sa position sur cette question. L'enseignant doit prendre soin de lui. Bien souvent, la société nous laisse croire, ou les gens nous donnent l'impression que les enseignants n'arrivent pas à bien s'habiller, ou bien les enseignants n'ont pas le droit de bien s'habiller. Et puis quand je le dis... parce qu'il y a certains qui pendant toute une année scolaire se résument à 2 t-shirts. Oui, mais quand je le dis, monsieur Davo, permettez d'ouvrir un crochet, ce n'est pas toujours la faute à l'enseignant, vous savez. Si on commence par vous dire combien gagne un enseignant au Bénin, mieux... Je n'en disconviens pas, mais vous savez, l'enseignant n'a pas forcément un salaire ou une rémunération qui lui permet de prendre soin. 1000 autres corporations, 1000 autres agents d'autres corporations vous diront également la même chose. Ce n'est pas faux. Mais quand vous tenez compte du devoir ou de la mission qui est assignée à l'enseignant, vous vous rendez compte que une mission noble. Non, une mission noble, mais qui ne fait pas vœu de pauvreté. Je le précise. Une mission noble, mais qui ne fait pas vœu de pauvreté. Ce n'est pas parce qu'on est enseignant qu'on n'a pas besoin ou qu'on ne mérite pas le luxe. Ce n'est pas parce qu'on est enseignant qu'on ne mérite pas d'être à l'aise. Il faut se l'offrir. Oui, il faut se l'offrir, mais avec quel moyen? Avec quel moyen? Parce que non, j'en viens, monsieur Davo. Vous savez, quand on va vous dire, et monsieur Adjina donnera peut-être ces précisions, quand on vous dira quelles sont les primes allouées aux enseignants côté habillement, vous verrez que en griffe, c'est de la moquerie. Je ne dis pas que c'est du fait de X ou de Y, mais c'est des réalités qu'il faut revoir. Si on commence par vous dire quelles sont ces primes-là, et quand les gens en parlent parfois en début d'année, vous avez le sentiment que les enseignants, se sont arrogés tout le budget national, ce qui est faux, parce que, in fine, un enseignant a peut-être 1000 francs ou 2000 francs le mois. Je n'en sais rien. Mais c'est que c'est tellement... dérisoire. Oui, c'est tellement dérisoire. Mais quand les gens veulent en parler, ils mettent tous les enseignants ou toute la corporation ensemble. On nous parle en termes de milliards. Si bien que vous avez l'impression que chaque enseignant a pris 1 million pour ses primes annuelles, ce qui n'est pas le cas. Voyez-vous. Donc je pense que pour qu'un enseignant s'habille bien, pour qu'il soit bien présentable, il y a aussi que l'accompagnement devant venir de l'État doit être au rendez-vous. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais cet accompagnement doit être substantiel. Puisqu'on a un acteur, vous savez, avec nous, on le saura. Bien sûr, il va donner les détails, mais aujourd'hui, sans vouloir faire de publicité, aujourd'hui, pour les hommes, vous voulez bien vous habiller, vous voulez une belle chaussure, il vous faut minimum 10 000. Et je dis que ça dépasse déjà la prime mensuelle qui est allouée à l'enseignant pour son habillement. L'aîné Adjina pourra démentir. Et je vais plus loin, en dehors des enseignants. Vivre ses choix, on l'espère bien. Et donc, je dis, en dehors des enseignants, il y a les membres des administrations qui ont aussi un rôle important à jouer. Monsieur Adjina a parlé des listes des classes qu'il faut apprêter. Il faut savoir, il faut permettre à chaque apprenant de savoir dans quelle classe il évolue, comment est-ce qu'il doit se comporter en début d'année, les emplois du temps qui doivent être mis à disposition. Déjà à la pré-rentrée, beaucoup de diligences que les administrations doivent faire, la préparation physique des lieux qui doivent abriter les apprenants. Et quand je parle de préparation physique, malheureusement c'est la mort dans l'âme que je le dis, parce que vous parcourez un peu les écoles du Bénin, que ce soit au primaire, au secondaire et même au supérieur, en dehors de quelques écoles privées qui arrivent à réfectionner leur cadre de travail, les écoles publiques n'y pensent souvent pas. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais les écoles publiques n'y pensent souvent pas, alors que cela est aussi indicateur de réussite. Le cadre dans lequel les apprenants étudient
c'est-à-dire les acteurs du système travaillent, doit être un cadre attrayant. Vous voyez, ici, je suis dans vos studios à Radio Cotonou et je peux dire, les auditeurs et les internautes auront du plaisir à venir ici parce qu'il fait suffisamment frais. Je ne dis pas qu'il faut climatiser toutes les écoles du Bénin. Mais je pense que dans une école, on doit pouvoir se sentir à l'aise. On doit pouvoir se sentir en condition pour apprendre. Quand je parle d'infrastructure, c'est qu'il faut toujours, à chaque début de rentrée, passer au moins une couche de peinture dans les salles de classe. Réfectionner les tableaux qui sont branlants. Réfectionner les tables et bancs, le matériel, comment dire, le mobilier à utiliser. Même si nos écoles ne sont pas encore fournies en infrastructure, le peu qui est là, il faut qu'on en prenne soin. Et ça devrait être automatique parce que le cadre sain facilite l'apprentissage, facilite la cognition, facilite la réflexion, l'émulation. C'est ça qui donne, in fine, les bons résultats en fin d'année. Quand vous allez dans les écoles où cela est mis en œuvre, vous sentez qu'il n'y a pas de raison que les apprenants n'excellent pas. Merci Yedi. Monsieur Adila, vous voulez réagir sûrement par rapport à certaines préoccupations, certaines idées évoquées par Eddy, sûrement. Je crois que lorsqu'on parle de préparatifs de la rentrée, l'enseignant est au cœur de cela. Et j'ai entendu mon frère et ami Eddy dire beaucoup de choses. Je voudrais revenir se confondre en bel avocat des enseignants sur la documentation, l'habillement et tout ce qui a été dit par rapport à ça, pour dire que nous n'allons pas évoquer ce qui est prévu pour les enseignants ici. Nous n'allons pas évoquer le montant. C'est même pas le menu du sujet. Non, c'est pas le menu, mais il faut dire que en principe, lorsqu'on s'en tient au test de la République, c'est-à-dire la loi d'orientation qui découle de notre Constitution, lorsque nous prenons cette loi de 2003, c'est-à-dire la loi 2003-17 du 11 novembre 2003, qui a été modifiée en 2005, et cette loi portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin précise très bien en son article 1er que l'éducation reste et demeure la première priorité nationale. Elle se voit. Donc, lorsqu'on s'en tient à cela, il faut investir dans le secteur de l'éducation. Et investir dans le secteur de l'éducation, c'est recruter les enseignants et les former. C'est mettre à leur disposition les outils dont ils ont besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est construire des infrastructures d'accueil. Et se voit. Mais lorsqu'on parle de documentation, d'habillement et tout, pour des cadres de catégorie C et D, c'est moins de 20 000 francs. J'ai dit que je ne voudrais pas évoquer le montant. Mais vous avez fini par pour des cadres de la catégorie A, c'est à peine 20 000 francs. Là, pas par mois. C'est important de préciser. Il faut diviser ce montant par 12. Par 12, elle se voit. Donc, c'est même ridicule. Maintenant, lorsqu'on parle d'infrastructures, de réfection des lieux et tout, je dis ça, les privés peuvent le faire. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez la plupart des établissements publics, les difficultés majeures sont liées au manque d'infrastructures et également à l'insuffisance du budget annuel. Parce que lorsque vous venez dans un établissement public où l'on compte 80 groupes pédagogiques avec une vingtaine ou trentaine de salles disponibles, là il s'agit de systèmes de classes volantes. Dans les publics, nous n'avons pas de classes fixes où on dit voilà, lorsque nous prenons la promotion 6e, puisque dans les publics vous avez... Mais bien organisé, cela ne devrait pas poser problème. Non. Si c'est très bien organisé, si la fluidité est soutenue. Si non,
c'est un véritable casse-tête. Ça, il faut le dire, parce que 80 groupes pédagogiques avec 30 salles disponibles. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de pause. Il y a cours de 7h à 19h. Wow. Il n'y a pas de pause. Est-ce que vous voyez? Midi à 14h, il y a cours. De 14h à 16h, il y a cours. De 16h à 18h, il y a cours. Ainsi de suite. Donc, c'est difficile pour des établissements publics qui ont des dettes. Vous évoquez là le besoin en infrastructure. Par rapport à des infrastructures réalisées, que de se permettre de passer des courses de peinture et de vouloir faire de l'ornement, alors que lorsqu'on prend le budget qui est là, on va parler de charges sur exercice antérieur. Ça veut dire qu'il y a des dettes des années antérieures qu'on doit pouvoir payer. La chose est possible dans le privé, mais dans le public, il n'y a pas ces moyens-là pour le faire. Les infrastructures n'existent même pas. C'est dans le public que vous allez voir. Mais c'est un véritable problème. Des paillotes, c'est un véritable problème. Donc, quand les enfants sont contraints de côtoyer des toiles d'araignée, des salles qui ne sont pas éclairées, vous savez que ça peut jouer sur le rendement de ces enfants. Cela dit, lorsqu'on parle de disposition, puisque je voudrais l'évoquer, vous avez estimé qu'on allait revenir là-dessus. Bien sûr. Je parlais des membres de l'administration qui doivent déjà prendre les dispositions par rapport aux listes et tout, par rapport aux emplois du temps et tout. Mais lorsque les nominations interviennent en retard, cela pose un véritable problème, parce que lorsqu'il y a changement à la tête d'un établissement, c'est le chef d'établissement qui inscrit en réalité. Et les inscriptions doivent démarrer normalement, parce que c'est la période des transferts départ, transferts arrivée dans les collèges publics. Donc, lorsqu'on change la tête et que cela intervient pratiquement à moins de 2 semaines de la rentrée. Mais qu'est-ce qui explique ce retard? Bon, si on en est arrivé à travers la plateforme EducMaster à gérer, à maîtriser, je dirais, l'effectif des apprenants, ce n'est pas l'effectif des enseignants qui poserait problème. Pourquoi ne pas sortir à temps? C'est une première par rapport aux nominations, c'est une première. Sinon, ce à quoi le ministre Ikwaru Chabi nous a habitués, que les nominations sont rendues publiques déjà au début du mois de juillet. Formidable. Mais c'est en septembre que nous avons eu les nominations. Donc ce retard-ci devait avoir des raisons peut-être agit forcément sur l'organisation pratique. Le congé gouvernemental a-t-il impacté ce retard? Il y a toujours eu congé gouvernemental. Nous n'avons pas compris ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Lorsque nous prenons également les mutations, puisque l'enseignant qui est muté doit prendre les dispositions, puisque cette année, c'est une année de mutation nationale, conformément à l'arrêté 2024-030 du 31 mai 2024 portant réglementation des mutations du personnel enseignant agent de l'État dans notre pays. Donc, c'est une année de mutation nationale. Et lorsqu'il s'agit d'une mutation nationale, l'article 8 a prévu que les mutations soient publiées 30 jours avant la date effective de la rentrée. 30 jours avant la date de la rentrée. On n'est plus dans ce cas maintenant. Non, mais l'article 8 a été violé. Bien sûr. On a publié les mutations à moins de 15 jours de la rentrée effective des classes, alors que l'article 8 a prévu que cela soit publié 30 jours avant. Cela va agir. Ce ne sera pas sans incident. Oui, ça ne peut pas être sans incident, parce que celui qui doit quitter le nord pour le sud, il doit faire sa valise, il doit déplacer sa famille, venir s'installer, chercher des écoles où inscrire ses enfants. C'est pareil pour celui qui doit quitter. Et ce dont vous parlez, c'est pas si aisé. Pour le nord, ce n'est pas du tout aisé. Et en principe, il est prévu qu'un frais de voyage soit alloué à ces enseignants-là. Mais ils font toutes les dépenses et ils ne sont même pas remboursés par rapport à ces frais de voyage-là. C'est la croix et la bannière. Donc cela va nécessairement agir. Et ce que nous avons constaté, en dehors de la violation de cet article 8 de l'arrêté, il y a eu également de mutation des responsables syndicaux, membres des bureaux nationaux et départementaux de certains syndicats.
Ça, nous l'avons constaté. Et c'est en violation de l'article 17 du même arrêté. Parce que lorsqu'on doit muter, lorsqu'on doit muter un responsable syndical, tout cela, oui, l'article a prévu que pour muter un responsable syndical qui est membre du bureau national ou départemental de son syndicat, cela doit recueillir l'avis de son responsable et sur la demande, on doit voir la mention lue et approuvée du secrétaire général national ou bien du secrétaire général départemental. Mais surtout le secrétaire général national, parce que c'est lui qui coiffe également les bureaux départementaux. Mais ça ne s'est pas passé de cette façon. L'autre remarque que nous avons faite, nous avons des collègues qui avaient déjà fait certains départements. Nous n'allons pas citer des départements ici. Et qui, pour des raisons de rapprochement de conjoints, ont exprimé une demande de mutation, parce qu'il y a plusieurs types de mutations. Bien sûr, on peut muter pour une raison sociale, on peut muter pour raison d'appartenance au bureau départemental ou national d'un syndicat, on peut muter pour des raisons de santé, on peut muter pour rapprochement de conjoints. Donc, les collègues concernés ont exprimé cette demande et ils avaient déjà quitté, ça fait à peine pour certains 3 ans, pour d'autres 4, et ils avaient déjà quitté des départements où ils avaient séjourné pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Maintenant, ils arrivent et quelques années après, on les sépare encore de leurs conjoints en violation de ces dispositions-là. Donc, ce sont des situations, parce que les collègues vont prendre service, ils vont commencer à courir, ils vont écrire à l'autorité, nous allons aussi saisir officiellement l'autorité. Donc, voilà autant de facteurs qui vont retarder la reprise effective des activités pédagogiques. Donc, cela pose un problème. Non, mais la fibre patriotique peut quand même intervenir et ces enseignants peuvent faire violence sur eux-mêmes et reprendre, quitte à saisir, quitte à voir les voies de recours pour corriger les quelques couacs que vous évoquez. Non, mais les enseignants vont prendre service, mais lorsque vous parlez de fibre patriotique, moi je crois que lorsqu'il y a des tests de la République, ces tests-là sont pris pour être respectés. Bien sûr. Parce que lorsqu'on parle de préparatifs de la rentrée et qu'on parle des enseignants, il y a également nos collègues qu'on appelle maladroitement les aspirants au métier d'enseignant. On va revenir à cette catégorie. On va revenir à cette catégorie. Rassurez-vous, M. Adina, on va y revenir. Rassurez-vous. On y va pan par pan, comme je l'ai dit. On reste au chapitre des enseignants. Je dirais entre griffes, entre double griffes normaux pour le moment. Eddy, vous voulez réagir? Oui, vous permettez. Vous savez, je pense que c'est vrai qu'on pourrait comprendre des efforts qui sont faits depuis quelques années pour une performance au niveau du système éducatif. Mais il y a des erreurs qu'on ne devrait plus continuer à commettre. Où il y a des faux pas qui ne doivent plus revenir. Je ne sais pas. En fait, on se demande parfois qu'est-ce qui peut bien justifier. Mais il n'y a que l'homme qui n'agit pas, qui ne se trompe pas. Non, vous savez, monsieur Davo, quand on a fait l'expérience une fois, 2 fois, 3 fois, et qu'on n'a pas acquis de l'expérience. Donc je dis bien, on a fait l'expérience une fois, 2 fois, 3 fois. On n'a pas acquis de l'expérience. Et les mêmes erreurs qui prévalaient continuent d'arriver, c'est que c'est un problème. Vous savez, M. Adina vient de préciser que cela ne s'était jamais arrivé. Quand on prend le cas de retard dans la mutation, que c'est cette année seulement. Les nominations. Voilà. Non, mais quelquefois. Donc ça vous dit quand même au niveau des mutations, quelquefois, il y a de légers retards. Et je dis que la rentrée a pris fin. Bon, officiellement, le calendrier scolaire de 2023-2024 a donné, comment on dit, la fin de l'année scolaire qui est derrière nous au 28 juin 2024. Je me demande comment on peut s'arranger, comment on s'arrange souvent pour, je ne sais pas, pour ne pas être prêt. En fait, c'est la question. C'est comme si c'est les mêmes personnes qui sont appelées à tout faire. Et quand c'est ainsi, c'est un problème. Il faut pouvoir attribuer les rôles de façon à décharger les personnes dans les mains desquelles beaucoup de choses sont concentrées. Les mêmes ne peuvent pas tout faire.
il faut pouvoir décentraliser les rôles pour permettre à d'autres personnes qui sont moins occupées d'aller à la tâche pour qu'on soit toujours, qu'on sorte les décisions à temps. Parce que il a dit simplement, mais vous savez, j'ai entendu des collègues enseignants qui m'ont dit la semaine dernière, on m'a envoyé de Cotonou vers un département du Nord que je n'ose pas citer. Un département où la vie, c'est vrai qu'on dit aux gens, tant mieux, partout besoin sera. Partout mais vous savez, partout besoin sera. Pour un département. Non, on n'est pas enseignant, on est enseignant pour la nation. Je suis d'accord. Mais la nation a aussi l'obligation de mettre chaque enseignant dans les conditions optimales pour que la mission que cette nation lui a confiée soit accomplie de façon efficiente et efficace. Parce que quand ça n'arrive pas ainsi, c'est que l'enseignant est obligé de faire avec les moyens de bord. On dit un homme, une mission, mais des moyens. Et quand les moyens n'accompagnent pas, ça pose un problème. Quand je parle de moyens, M. Adinala dit, vous ne savez pas combien d'enseignants sont là en train de courir dans tous les sens parce qu'ils doivent rejoindre leur nouveau poste d'affectation à la rentrée démarrée. Et là, je dis, sous d'autres cieux, nous l'ont su que seulement quelques jours. Il y a un collègue qui m'a dit, lui, il ne savait même pas. C'est d'autres collègues qui lui ont dit, mais que le as-tu fait? Et il dit, mais j'ai fait quoi à qui? Qu'est-ce que ça dit? Oui, que le as-tu fait? Il était à Kawanye. Parce que le monsieur, il était à Cotonou, on l'a envoyé au nord, on le ramène à Cotonou, et subitement encore, on le retourne au nord. Je ne dis pas que aller au nord, ce n'est pas un problème. Mais les conditions dans lesquelles il a été informé, c'est d'autres collègues à lui qui, sur WhatsApp, ont vu le document portant titre d'affectation et qui l'ont informé, il n'était pas informé. Et je dis, quelqu'un qui est informé de cette manière peut faire une crise. Parce que il regarde, monsieur d'abord, permettez que j'aille. En fait, je ne dédouane pas les enseignants, je ne plonge pas l'autorité ou l'autorité, mais je pense que il y a des décisions qui sont importantes et capitales pour la vie et la survie d'un individu. Et donc pour les prendre, il faut s'assurer qu'on a pris toutes les mesures et les précautions. Parce que le gars, il est à quelques jours du démarrage de la rentrée. Il a peut-être fait déjà toutes les diligences, il a inscrit ses enfants à Cotonou. Son épouse travaille peut-être dans une administration à Cotonou ou a un petit job à Cotonou. Et du jour au lendemain, on dit, mon ami, c'est fini. Il faut changer de cap. Lorsqu'on dit il faut changer de cap, je pense qu'il faut préparer, il faut suffisamment préparer les gens. Et c'est en cela que je condamne parfois nos administrations en Afrique, pas seulement au Bénin. Je dirais que l'idéal aurait été par exemple que pour ces genres de cas, on puisse appeler les intéressés et qu'ils ne soient pas informés de leur mutation par WhatsApp. Mais qu'on ait mis toutes les précautions. L'État ne les a jamais informés par WhatsApp. L'État. Mais quand les documents sortent aujourd'hui, quand quelqu'un publie dans WhatsApp, dans un groupe WhatsApp. Non, mais si le gars a été informé ainsi, c'est qu'il n'a pas eu le temps d'avoir le document physique. Voilà. Je ne dis pas que c'est la faute à l'État, mais je pense que quand on veut prendre des mesures du genre qui impactent la vie psychologique, mentale, physique, physiologique, sanitaire, familiale, sociale d'une personne, il faut pouvoir le faire avec toutes les précautions pour ne pas donner, l'ouverture sur les crises. Parce que, comme je le disais, il a peut-être des activités ici ou ailleurs qui lui font gérer un certain nombre comme on dit, les à côté. Et donc, du coup, il se dit, ah mais tiens, comment je fais, comment je me débrouille? Et comme je l'ai dit, il faut avouer qu'il y a une évidence qu'il ne faut pas occulter. Beaucoup d'administrations et beaucoup de facilités sont offertes dans les grandes villes de notre pays. Et donc, nous avons aussi un défi à relever pour demain. C'est pas scientifiquement prouvé. Non, mais monsieur Davo, il y a combien de ministères à Parakou? Il y a combien de ministères à Natitengo? Il n'y a pas que ça. On a vu des cadres. L'autre paradoxe, c'est qu'on a. Je ne dis pas que des cadres ne viennent pas de ces contrées. Il y a des cadres qui ont grincé des dents au début de leur affectation, mais qui ont adopté par la suite. Parce qu'on peut faire son paradis là où on nous envoie. Voilà. Mais il faut que l'État puisse, il faut que les autorités puissent accomplir le devoir tel que le recommandent les textes. Et quand je parle d'accomplir les devoirs, c'est que je pense par exemple aussi à l'article 8 de la loi 90-032 du 11 décembre 90, modifiée par celle de 2019 portant Constitution de la République du Bénin, qui dispose en son article 8, comme je le disais, que l'État doit pouvoir offrir égal accès et chance égale à tous les citoyens au plan de l'éducation,
au plan de la santé, au plan de la formation, au plan de l'emploi. Et quand on parle du plan de l'emploi, je pense que ça concerne quelque part les enseignants. Lorsqu'on a recruté les gens et qu'on veut les affecter, je suggère, en fait, c'est un souhait que désormais, les affectations ne se fassent plus comme des punitions, comme des sanctions. Et même si on doit envoyer la personne loin, que ça ne surprenne plus, que les personnes soient préparées à cela. Pourquoi pas aujourd'hui? Mais il est possible d'envoyer un message, un petit message à chaque enseignant qui est muté, à chaque enseignant qui est affecté. On peut, à défaut de les réunir quelque part ou de les appeler, de les rencontrer physiquement, on peut leur envoyer un petit message. Pourquoi pas? Parce que ça ne coûte rien aujourd'hui. Puisqu'il existe avec les réseaux, avec un ancien modèle qui... Je suis d'accord que tout enseignant peut s'attendre à l'avant-veille de chaque rentrée à être muté, enfin pour ceux qui ne l'ont pas été récemment. Donc je me dis... mais quand ça n'a pas été fait il y a un mois, les gens se disent que... en fait, c'est ça aussi, comment dire, le hic. Il faut faire les choses à temps pour que les gens le sauvent. Si c'est il y a un mois, l'enseignant qui a voulu inscrire ses enfants à Cotonou ne l'aurait pas fait. Il se serait dit, tiens, j'attendrai une mutation. Voilà, on m'a affecté ailleurs, donc je prends les dispositions pour en fait inscrire mes enfants ailleurs. Et là encore, c'est sur la plateforme EducMaster qu'il faut valider désormais les transferts d'un établissement à un autre. Donc c'est beaucoup de diligence ou beaucoup de dispositions en amont qu'il faut prendre pour être sûr que la rentrée commence bien. Parce que celui qui est en train de courir ces derniers jours pour prendre fonction dans une autre ville n'a plus la tête pour parler du transfert, par exemple, de ses enfants. Voilà. Une chose est sûre, il n'y a pas que les enseignants qui constituent, je dirais, le maillon essentiel dans la réussite d'une rentrée. Il y a d'autres acteurs. On va faire un dernier tour de table et on va aborder les autres acteurs. C'est vrai que les enseignants donnent le ton, définissent bien évidemment une rentrée, mais il y a d'autres acteurs, en dehors des enseignants. Oui, parce que les enseignants ne se retrouveraient pas seuls dans une classe. Oui, mais avant, je voudrais revenir sur... la question des préparatifs et inciter également sur les enseignants pour dire que par rapport aux mutations, on en a assez dit. Oui, Eddy l'a dit, mais si le délai n'est pas respecté, cela pose un problème. Et nous avons reconnu que par rapport aux nominations, le ministre Yves Guaro-Tchabi a fait un effort pour que nous les ayons déjà au début du mois de juillet. Mais c'est des efforts que nous reconnaissons. Oui, mais c'est pour la première fois que les nominations ont connu de retard. Par le passé, les mutations connaissent toujours de retard, ce qui ne permet pas aux concernés de prendre les dispositions. Et nous voudrions regretter cette situation pour dire que nous pensons qu'on ne doit pas politiser le secteur de l'éducation. Parce que nous avons l'impression, et ça c'est sans doute qu'il y a des mains invisibles qui ont perturbé les choses et qui n'ont pas permis à l'autorité ministérielle de publier les titres de nomination, surtout les nominations à temps. Cela pose un véritable problème. Et les mutations également, parce que la commission a travaillé, ça fait bientôt 2 mois, et on n'a pas publié ces mutations-là. Et c'est à la veille de la rentrée qu'on le fait. Lorsque l'enseignant découvre ça, il va prendre du temps. Si un enseignant, alors qu'on a dit qu'il faut 1 mois, ça va le perturber. Donc, franchement, on doit prendre les dispositions. En dehors de ça, les admis au CEP, on doit pouvoir les répartir dans les lycées, collèges déjà publics. Mais c'est rendu disponible. Non, les répartitions ne sont pas encore faites. Est-ce que vous voyez, les répartitions ne sont pas encore faites parce que au niveau de chaque établissement, on doit envoyer les listes pour permettre aux parents d'inscrire leurs enfants. Et les parents qui souhaitent... Moi j'ai lu la semaine passée un communiqué relatif qui réoriente chaque parent, je parle des nouveaux certifiés. Nous avons dit que les listes ne sont pas encore envoyées dans les lycées et collèges pour que les établissements sachent, voilà l'effectif que je reçois cette année. Que je reçois cette année. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ces éléments-là font partie des préparatifs parce que l'écolier qui devient élève, qui commence la classe de 6e, connaissait un seul maître au CM2, mais ça fait plusieurs
enseignants, maintenant plusieurs professeurs. Donc, il faut pouvoir inscrire ces enfants-là à temps pour qu'ils démarrent effectivement les premiers jours. Donc, cela pose un véritable problème. Et je crois que lorsque les autres acteurs jouent leur partition et que nos autorités n'arrivent pas à faire ce qu'elles doivent faire, cela pose un véritable problème. Et nous devons pouvoir corriger ces ratés-là si nous voulons vraiment d'un système éducatif de qualité qui puisse former les cadres qui constituent une relève digne du nom pour notre République à l'avenir. Très bien. Eddy Kavikoto, dites-moi tout. Selon vous, au-delà des couches de peinture qui ont manqué, que vous avez évoquées, Monsieur d'abord. que M. Adina a semblé bafouer parce que il a préféré. Non, il n'a pas bafoué. Monsieur Adina, vous permettez, Monsieur Adina parler du budget limité. Voilà, donc pour lui, il faut faire le nécessaire avant l'agréable. Non, mais c'est que, en fait, je comprends Monsieur Adina. Puisqu'il y a déficit de salle de classe, et je comprends. On peut laisser les enfants, je sais pas, commencer la rentrée il ne faut pas mettre de la peinture et laisser les enfants s'asseoir à même le sol, je suis d'accord. Alors, mais vous savez, ça fait plusieurs dizaines d'années. J'ai vu avec quelle fougue M. Adina a évoqué les questions relatives aux enseignants. Mais quand il s'agit maintenant du confort des enfants, M. Adina a semblé... Monsieur Davor, on dit que gouverner c'est prévoir. Ça fait plusieurs dizaines d'années, déjà derrière nous, que nous avons le même refrain, c'est-à-dire que le budget alloué aux établissements n'est pas largement suffisant, n'est pas conséquent pour arriver à réaliser ces défis ou à relever ces défis-là. Et je comprends M. Adina quand il le dit. Oui. Le chef d'établissement ou le directeur d'école est parfois impuissant face aux défis qu'il attend quand on lui confie la charge d'une école ou d'un établissement. Mais je pense que ça ne doit pas continuer ainsi. Je me réfère toujours à l'article 8 de la Constitution qui dit que l'État doit offrir à tous les enfants l'égal accès à l'éducation, à la formation, à l'emploi. Quand j'y pense, les enfants des écoles privées et les enfants des écoles publiques, les deux ne doivent pas bénéficier d'une politique de 2 poids, 2 mesures. Et donc l'État doit prendre aussi les dispositions pour que ceux du public, même si c'est progressivement, ça puisse se faire. Pourquoi est-ce qu'à chaque année, on doit un minimum de confort, parce que ça permet aussi, comme je l'ai dit, l'émulation, la réflexion, ça rend dynamique l'intellect. Mais quand ce n'est pas le cas, il y a des enfants qui ont échoué parce que le cadre qui les accueillait était ou laissait à désirer. Et ça, personne n'en parle. Les enfants, les apprenants n'échouent pas dans le système parce qu'ils sont forcément nuls. Ou non, ce n'est pas que lié à l'aspect pédagogique. Il n'y a pas d'enfants nuls. Il n'y a pas d'enfants nuls. Il y a l'infrastructure, le cadre qui influence beaucoup dans la réussite scolaire d'un apprenant. Aussi bien le cadre scolaire que le cadre familial. Et donc, je mets un point d'honneur là-dessus. Parce que je le dis parce que, vous savez, monsieur Davor, j'ai fait une école publique à Cotonou. Et 10 ans, je dirais même 15 ans, après que j'ai fini dans cette école, je revois cette école tous les jours, je passe devant elle. La classe de 3e, dans laquelle j'ai reçu les cours, n'a pas reçu une seule couche de peinture après 10 ans. C'est un scandale. Parce que vous savez, ce n'est pas les moyens qui mentent. Non, mais vous savez, il a cité, M. Adina a cité l'article 1er de la Constitution. Non, les gens se disent, bon, tant que ce n'est pas encore totalement tombé, tant que la peinture blanche n'est pas devenue du noir, on peut encore s'accommoder avec. C'est un problème, ce n'est pas bien. Parce que la santé même des apprenants peut en prendre un coup. Il y a les moisissures. Il y a parfois. Non, j'ai mis pied dans certaines écoles. Je vous assure, j'ai eu envie de redevenir apprenant. Parce que ça respirait de la bonne ambiance, ça respirait de la vie. Ça dégageait de lumière. Merci. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ainsi? Je dis, si cette année, par exemple, on a trouvé que le budget n'est pas conséquent, mettons les projections sur les 3 prochaines années, les 2 prochaines années, et disons-nous, l'année prochaine ou dans 2 ans, nous allons pouvoir repeindre nos murs, repeindre nos salles de classe, refaire les tableaux. Parfois, c'est sur des tableaux cabossés
que les enseignants sont obligés de poser la craie. Et je trouve même que c'est dépassé. Il faut que nous pensions aller plus loin. Dans certains pays, sous d'autres lieux, les gens n'utilisent plus la craie. Mais chez nous, parce que la craie aussi a des conséquences malheureusement fâcheuses sur la poussière de la craie, a des conséquences fâcheuses sur la santé. Mais on fait avec parce que nous n'avons pas... Avant d'aspirer au tableau moderne... Non, mais le tableau amateur... Suggérons déjà que les tableaux traditionnels soient bien entretenus. Je suis d'accord. Mais il faut aller plus loin. Il y a des universités, même chez nous aujourd'hui, parce que nous parlons du système, il y a des universités publiques dans lesquelles les gens continuent d'écrire avec la craie au tableau. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est au primaire, au secondaire, on peut encore comprendre. Mais à l'université, non, ça doit changer. C'est hallucinant. Et donc, on doit mettre les moyens à disposition. Je n'écrimine pas l'État. Je ne dépose pas tout le fardeau sur la tête des autorités. Mais je pense que c'est des urgences auxquelles nous devrons penser à l'avenir pour que les mêmes erreurs ou les mêmes difficultés ne continuent pas. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des apprenants qui ont fait une baisse de performance parce que le cadre qui les accueillait n'était pas optimal, n'était pas sain, n'était pas agréable à vivre. C'est vrai. Monsieur Adina, vous ne me direz pas le contraire. Si votre enfant, si votre enfant est allergique à tel ou tel insecte et qu'il est contraint de côtoyer presque tous les jours ces insectes à l'école, vous n'allez pas vous attendre quand même à un rendement. Autant dire des enseignants aussi que des apprenants. Parlons du cadre. Oui, je crois que par rapport au cadre, c'est vraiment important. Et lorsqu'on parle du cadre, et cela pose le problème d'infrastructure et cela pose également le problème d'effectif, parce que lorsqu'il n'y a pas d'infrastructure, l'enseignant fera face à un effectif pléthorique et il y a un arrêté qui a été même pris dans ce sens pour contrôler, pour limiter, pour stabiliser les effectifs dans les classes au niveau des promotions. Mais on n'arrive pas à respecter. Non, ce sera une disposition difficilement respectable. Oui, mais en principe, on devrait pouvoir respecter ça, mais on va vous dire, si on a parlé de 60, vous avez 65, bon, les 5 autres là, on va les envoyer où? Elles se voient. Mais lorsque vous prenez une classe où l'enseignant qui enseigne le français, qui doit évaluer 2 sous-disciplines, la lecture et la communication écrite, il a 70 devant lui. 140. Ça fait 140 pour une évaluation. Et il doit en faire un certain nombre. Mais là, il ne peut pas suivre correctement ces apprenants-là. La différence dans le privé, c'est qu'il y a d'abord les salles fixes et il y a un effectif réduit. Au moment où l'autre a 70, l'autre a 35. Il connaîtra, celui qui a 35 pourra connaître de nom chaque apprenant. Il a la possibilité de multiplier les évaluations et cela permettra d'avoir un meilleur rendement. Mais lorsque vous avez 70, vous allez faire les évaluations parce qu'il faut les faire. Mais vous ne pouvez pas les multiplier comme cela se doit. Alors que lorsqu'on enseigne, il faut évaluer. Donc, cela va agir nécessairement sur les résultats en fin d'année et également les résultats aux divers examens. Elles se voient. Donc, on doit pouvoir prendre les dispositions. Il y a des efforts que certains chefs d'établissement font, mais compte tenu des charges et les problèmes à gérer, les chefs d'établissement, des établissements publics surtout, n'ont pas la possibilité de prévoir ces investissements-là. C'est difficilement qu'on commande des tables bancs parce que vous constatez que le budget, le fonctionnement est là, il faut le matériel, il faut la craie pour travailler, il faut le matériel, les dotations au profit du personnel enseignant, du personnel administratif pour faire les devoirs. Ça a un coût, elles se voient. Et c'est le budget qui supporte tout ça. Les examens blancs, cela a un coût, c'est le budget qui supporte ça. Donc, les établissements publics sont souvent essoufflés face à ces charges-là. Donc, je crois que lorsqu'on parle du secteur de l'éducation comme étant la priorité, on doit pouvoir penser à réaliser les infrastructures pour que les apprenants et les enseignants
soient dans de bonnes conditions. Il y a des salles de classe où, lorsqu'il fait chaud, vous ne pouvez pas y rester. Elles se voient. Et lorsque la chaleur vous étouffe, surtout les apprenants, mais qu'est-ce que vous pouvez retenir? Cela pose un véritable problème. On travaille sans pause. Voilà des apprenants qui commencent leur cours à midi ou bien à 14 h. Quel cours on fait de 14 h parfois même à 13 h. Comment pourront-ils assimiler? Elles se voient. Comment pourront-ils assimiler? Cela pose un problème. Et dans le même temps, on prend des arrêtés pour demander que les choses se passent dans les établissements publics comme si on disposait des infrastructures. Il y a un arrêté qui a été pris récemment qui demande, ça c'est normal, hein, qui demande que l'on ne fasse plus 3 heures de cours d'affilée au niveau du premier cycle. Elle se voit. Et cela dit, alors qu'on n'a pas les infrastructures, puisque dans les classes de 4e et 3e où les enfants ne sont plus des tout petits, en français par exemple, on fait 3 heures 2 fois, ça fait les 6 heures et on arrive à évoluer. Mais désormais, on impose 2 heures 3 fois. Mais les établissements n'ont pas pu respecter ça et on ne peut pas leur en vouloir parce que ça fait 3 séances et il faut caser ces séances-là. Il faut faire une jonction avec d'autres disciplines et tout. Donc, voilà tant de difficultés. Nous pensons également aux apprenants parce que si les apprenants ne sont pas dans de bonnes conditions, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais voilà les réalités du public, les réalités des établissements publics. Donc, si nous avons un appel à lancer, il ne suffit pas de décider de la création d'un collège. Et le collège est créé, les populations ont voulu qu'on crée un collège, c'est créé, c'est fini. Bon, ils n'ont qu'à voler de leurs propres ailes et évoluer. Cela, c'est difficile. Cela, c'est vraiment difficile. Donc, il faut de l'accompagnement. Il faut de l'accompagnement. Parce que par le passé, il y avait les souscriptions que les parents payaient. Mais c'est interdit. C'est interdit. Il n'y a plus de souscriptions. Elles se voient. Autant de difficultés. Mais certains établissements continuent de solliciter les parents à leur venir en aide d'une manière ou d'une autre pour des non, mais pas de façon formelle. Et ça ne peut pas être dans les établissements publics. Elle se voit, ça ne peut pas être dans les établissements publics. Bien sûr. Non, ça là. Bon, si les parents s'entendent, si les membres c'est pas une imposition. s'entendent pour dire voilà, nous voulons vous venir en aide, nous voulons faire ci, encore que ces membres du bureau APE n'ont plus de cotisation que l'établissement leur verse parce que ils prenaient quelque chose par apprenant, mais le ministre a pris un nouvel arrêté, ils existent, mais ils n'ont plus droit à quelque chose. Bon, cela pose un véritable problème. Je ne suis pas là pour prendre leur défense, mais ça dépend aussi de comment ils géraient ces moyens qu'on mettait à leur disposition. Et par rapport au renouvellement de leur bureau aussi, c'est 1 an, chaque année il faut renouveler et personne ne peut faire plus de 3 ans en tant que président du bureau de l'association des parents d'élèves. Je crois que cela se justifie parce que si il y a des gens qui ad vitam aeternam sont ce que je président de l'association. Il y a des enfants qui ont fait de CI au CM2, donc on n'est qu'un seul président de parents d'élèves. Non, CI au CM2, c'est même, ça fait 6 ans seulement. Donc voilà autant de facteurs et par rapport aux parents aussi, ces bureaux d'association des parents d'élèves doivent jouer leur rôle. Parce que lorsqu'on parle de rencontres, c'est vrai, il y en a qui ne viennent pas aux réunions. Parce que en matière de suivi, les parents se décacassent, la vie coûte cher, ils arrivent à acheter les fournitures scolaires, à choisir ceux qui ont les moyens, choisissent les établissements privés pour leurs enfants, ils ont des répétiteurs. Mais dans le public, ce n'est pas le cas. Lorsque nous prenons les travaux dirigés, par exemple, lorsque vous inscrivez un enfant dans une classe d'examen, mais vous payez les frais de travaux dirigés à part. Mais c'est le même budget de l'établissement public
qui supportent encore les travaux dirigés et on prévoit un certain nombre de séances. Donc, les parents qui inscrivent leurs enfants, que ce soit dans le public ou dans le privé, doivent quand même faire le suivi et aider les enseignants, parce qu'il y en a qui viennent déposer leurs enfants et s'attendent à ce que les enseignants fassent tout à leur place. Et très souvent, c'est quand on finit de calculer les moyennes qu'ils découvrent avec désolation que l'enfant n'a pas eu la moyenne, et c'est en ce moment maintenant que certains parents essaient de se rapprocher de l'administration pour vérifier les notes obtenues, alors que le problème est déjà là. Donc, le suivi, oui, justement, c'est vraiment... On va en venir aux parents, bien évidemment, parce qu'ils ont une responsabilité essentielle aussi dans la réussite, dans le rendement, le bon rendement de leurs enfants, et bien évidemment dans la réussite de la rentrée. Oui, mais nous n'allons pas finir cette émission, je crois que sans parler des problèmes, des autres problèmes des enseignants. Voilà, c'est ça. Et dit, vous voulez vas-y par rapport à... Oui, juste un détail, et soutenir M. Adjina, quand nous parlions d'infrastructure, il y a les salles de classe. En fait, 3 choses font un système, 3 choses. Peut-être 4, mais 3 fondamentalement. Qui enseigne? Et là, c'est les enseignants. Et M. Adjina l'a dit, il faut les recruter, les former. Oui. Bien les former. Là, nous n'y sommes pas encore. Non. Ensuite... Non, c'est trop fort. Non, nous n'y sommes pas, parce que les enseignants sont disponibles peut-être. Tel que vous le libérez, non, qu'aucun enseignant au Bénin n'est formé. Non, du tout pas. Aujourd'hui, le gros lot ou la grande masse, quand on prend la corporation des enseignants, il s'agit des AME, aspirants au métier d'enseignant. Ils n'ont pas encore reçu une formation en bonne là, d'accord. Voilà, donc précisons que vous abordez cette réforme. Bon, soit si vous le dites. Donc, qui enseigne? Les enseignants. Qu'est-ce qu'ils enseignent et dans quel cadre? Et là, ça fait appel au curricula de formation et aux infrastructures. Et puis, à qui enseignent-ils? Les apprenants. Voilà les éléments qu'il faut prendre en considération, mais à tous les niveaux. Je ne dis pas, et je le reprends, que les autorités ne font pas d'efforts. Mais le fossé est tellement grand, les défis sont tellement énormes, que parfois on se demande, bon, est-ce que nous avançons vraiment? Il y a beaucoup de salles de classe qui sont construites chaque année, aussi bien par les collectivités locales, les mairies, les arrondissements, l'État central, dans toutes les communes du Bénin. Mais vous savez que les grandes villes du monde n'ont pas été construites en 24 heures. Non, mais monsieur, d'abord, ça fait 64 ans que nous sommes devenus indépendants. C'est pas petit non plus. Ça fait 64 ans. Et quand on regarde derrière nous, on se dit, mais et j'avoue qu'aujourd'hui, beaucoup de merveilles ou beaucoup de choses merveilleuses se font pour que le Bénin décolle. Mais il reste à faire. Il reste à faire. Et c'est justement parce qu'il reste à faire qu'il faut en parler pour que les gens ne se disent pas, et pourtant, je voudrais finir avec les infrastructures. Vous savez, ce n'est même plus bienséant, moralement, pour les apprenants de passer de salle de classe en salle de classe. C'est que le système de classe volante, il faut pouvoir conjurer ce sort-là. Tant qu'on ne parviendra pas à le faire, on n'aura pas l'efficacité voulue dans le système éducatif. Parce qu'il a dit, des gens continuent de faire cours jusqu'à 13h. Et il y en a qui démarrent à 13h ou 14h. Des gens continuent d'aller en classe les mercredis après-midi et les samedis matin. Bien éprouvant. C'est un problème. Parce que le système ne l'a pas prévu de façon réglementée. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'il y a absence, il y a manque de salles de classe ou d'infrastructures. Aujourd'hui, vous allez dans nos écoles, les salles de classe, c'est un problème. Les bibliothèques, c'est encore un problème. Les laboratoires, n'en parlons plus. Les aires de jeu, c'est compliqué. Les centres multimédia, les salles d'informatique. Et pourtant, nous sommes à l'ère du numérique. C'est un problème. Et quand je parle... Les toilettes, pardon, les lieux d'aisance. Je vais finir là, si vous permettez, je vais finir là. Les lieux d'aisance. Malheureusement, nous ouvrons le registre de problèmes en même temps. Oui, nous ne prévoyons pas. Nous ne prévoyons pas. On se doit d'ouvrir aussi la ligne aux amis auditeurs qui vont contribuer. Si vous permettez, je vais finir là. Vous allez dans les écoles aujourd'hui, que ce soit primaire, secondaire ou supérieur, vous ne verrez pas que des spécificités ont été apportées pour faciliter la vie aux personnes porteurs de handicap. Dans nos écoles, lorsque les apprenants, que ce soit au primaire, au secondaire ou au supérieur, qui sont porteurs de handicap, doivent par exemple
aller se mettre à l'aise, il leur est compliqué de le faire. L'école doit prévoir ça pour gérer ou pour éviter les différences, oui, les disparités. Le gouvernement y a pensé, vous le savez, à travers de récentes dispositions. Non, mais ça doit aller. Je dis, c'est tout et aussi puis, récent. quand j'en parle, quand vous allez dans les toilettes, excusez de le dire ici, de nos écoles, parfois vous avez l'impression que normalement, dans les écoles, on devrait recruter des agents d'entretien. En principe, dans les privés, les gens le font. Parce que, je dis, l'école doit être un cadre sain. Mais pourquoi est-ce que dans le public, ça ne peut pas être possible? Qu'on recrute des agents d'entretien qui viennent nettoyer. Ce n'est pas les apprenants peuvent balayer, je suis d'accord. Mais les apprenants, on peut les sanctionner, les envoyer laver les toilettes comme on le fait. Mais ça ne doit pas être que le seul... C'est régit en homme dans certains établissements, et c'est les apprenants même de basse classe. Les écoles devraient recruter des personnes aussi. Ils sont contraints à subir ce sort-là. Ce n'est pas toujours agréable. Alors, on ouvre la ligne aux amis auditeurs. Je vais vous revenir, rassurez-vous, M. Adina. Oui, vous allez évoquer les problèmes, rassurez-vous. On a encore un bon nombre de minutes, pour cela, rassurez-vous. On va prendre quelques préoccupations des amis auditeurs et je vous reviens bien après. Je vois déjà Ghislain Agbangba qui manipule les combinés de l'autre côté. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73, ce sont là les deux lignes via lesquelles vous pouvez intervenir sur cette émission, bien évidemment. Oui, et dit, rassurez-vous, vous allez aborder, on vient de vider le pan enseignant, on vient de vider plus ou moins le cadre d'enseignement. On va finir par les parents et bien évidemment les problèmes rencontrés dans la réussite de la rentrée. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Maurice Goucher. Maurice Goucher, vous nous appelez d'où? Cotonou. Très bien, vous êtes en direct. Oui, je remercie les deux invités. Bonjour, merci. Pour leur franchise, vraiment. Ils ont été très francs, objectifs et réalistes. Et moi, je suis suffoqué. Vous savez, on ne met pas les ressources là où il faut dans notre pays. Vous savez qu'en Chine, les députés n'ont pas de salaire. C'est très important. On nous a ajouté... Ici, c'est le Bénin. Oui, mais attendez, je viens. Des dépenses énormes dans les secteurs où les gens ne nous apportent pratiquement rien. La relève du Bénin, l'éducation nationale. Nos enfants qui vont chez le Bénin demain, on met moins de sous. C'est grave. Je vais vous donner un petit exemple. Prenez au CG Tempête. Maintenant, ils ont beaucoup parlé des infrastructures de cadre de l'enseignement. Prenez au CG Tempête. Moi, je passe souvent par là. Vraiment, c'est honteux. Depuis 8 ans. Quand je passe par là, je dis, mais comment les enfants là vont étudier dans ces conditions? La culture est en tôle. Et les salles sont en tôle. Beaucoup de salles sont en tôle. C'est grave, non? Avec notre chaleur là. Au lieu de 23 députés à l'Assemblée qu'on nous a envoyés, on aurait dû nous réparer ça. C'est les enfants qui vont gérer le Bénin demain. Très bien. Alors, votre question, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de question, c'est un apport. D'accord, merci. J'ai un document sous la main, oui. Qui est écrit sur le net, oui. Et qui me suffoque un peu. Une école qui est née, je n'ai pas appelé le nom de l'école, si c'est vrai, il faut nous le dire, parce que nous devons avoir l'information pour nous rassurer. Une école au Bénin, où la maternelle coûte 2 422 000, primaire 2 508 000, oui. je dirais culturel, parce que collège 3 320 000, oui. lycée 3 815 000. Je l'ai vu sur le net qui circule. Très bien. Il n'y a aucune réaction des autorités pour dire non, ça c'est pas vrai, oui, ça c'est vrai, c'est approuvé. Merci. Merci, cher ami. On a d'autres auditeurs qui attendent, qui veulent aussi se prononcer. Merci. Auditeur Henri, bonjour. Bonjour, mes chers amis. Oui, comment? Bonjour. Comment? Bonjour aux invités. Bonjour, monsieur Idrissou. Vous venez de dire préparatif de la rentrée. Oui. Est-ce que les ministres concernés ont pris le soin de visiter
pour faire des constats et corriger. Comment faire pour envoyer les subventions à temps? Pourquoi aujourd'hui les inspecteurs ne vont plus contrôler le système d'enseignement et chaque année nous revenons sur les mêmes problèmes. Nous, allô? Oui, je vous suis, Monsieur Koumayon. Nous avons payé les frais de dossier. Et dedans, il y a des frais de relevé. Pourquoi délivrer aujourd'hui des photocopies aux parents ou aux apprenants? À quel niveau? Au CG, à Papa Centre, c'est comme ça. Très bien. J'ai un nouveau... Merci, M. Koumayon. Oui. Allô? Oui, allez-y, quelques secondes, s'il vous plaît. Allons vite pour permettre aux autres de se prononcer. Donc, normalement, on doit leur délivrer des photocopies en couleur pour les relever. Très bien. Et maintenant, je pose la question sur est-ce que la mairie participe aux préparatifs de la rentrée? Un invité vient de dire que les parents vont donner du ciment, vont donner ce quotidien. Vous êtes sûr que c'est exactement ce qu'a dit l'invité? Hein? Vous êtes sûr que c'est exactement ce qu'a dit l'invité? Je suis sûr quoi? Êtes-vous sûr que c'est exactement ce qu'a dit l'invité? Merci de nous permettre de prendre un autre auditeur, s'il vous plaît, M. Koumayon. Il y a plusieurs dizaines d'auditeurs qui attendent encore de se prononcer. On va prendre quelques-deux encore avant de boucler cette émission. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je bénis l'Éternel. Comment puis-je vous appeler? On m'appelle Eugène de Souza. J'appelle depuis Semakodi. Monsieur de Souza, vous êtes en direct. Oui, je salue le consultant et je salue monsieur Adina, qui est mon beau-père. Bonjour, monsieur de Souza. Bon, moi, je voudrais dire, si nous concevons que l'enseignement doit être la priorité, comme le stipule la Constitution, je crois que le gouvernement fait ce qu'il peut pour le moment. Mais tant qu'on n'a pas tout fait, tant qu'il reste à faire, je crois qu'on n'a rien fait. Très bien. Bon, je voudrais demander simplement, je ne veux pas être long. Oui, allez-y. Je voudrais demander à M. Adina, lui poser une question. Allez-y. Quel est le moral de la troupe actuellement pour nous rentrer à peser? Bien même que le syndicalisme aujourd'hui a des plans dans l'air. Merci, bonne journée. Merci, M. de Souza. Et très bon dimanche à vous. Un autre auditeur s'est installé, bonjour. Bonjour, monsieur Doris Freddy d'abord. Bernadette Fabi. Oui, c'est lui. Vous êtes en direct. J'appelle de Zopo. Je salue les invités. Bonjour, monsieur Fabi. Merci pour votre présence. Merci. Oui. Bon, à l'école primaire, est-ce que, en situation de classe, est-ce qu'un maître d'école peut porter l'écouteur dans l'oreille ou bien dans les oreilles pour travailler avec les enfants? Ça, c'est un. Le châtiment corporel, on ne refuse pas. Mais quand ça devient l'acharnement sur les enfants, pour les châtiments corporels, quand ça devient de l'acharnement sur les enfants, les matins, tous les matins, il faut qu'on tape les enfants comme si c'était des voleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Et au collège, les problèmes de photocopie, vraiment ça me dépasse. Est-ce que ce n'est pas bon pour ces professeurs de nous dire les ouvrages à utiliser pour que les parents puissent acheter, qu'on sache là où on va? Est-ce que ça ne sera pas bon? Plus on rencontre des professeurs qui disent non, moi je n'ai pas d'ouvrage à vous donner, mais c'est des photocopies. Très bien. Et ça nous dépasse. D'accord, c'est noté. Merci, Bernadette Fabi.
Et très bon dimanche à vous. Restez à l'écoute pour suivre bien évidemment les réponses à vos différentes préoccupations. Ghislain Agbangba, doit-on encore en prendre un tout dernier? Eh bien, Ghislain me signale que c'est bon et que les deux lignes sont résolument coupées et que nous pouvons répondre maintenant aux différents auditeurs qui ont contribué ou posé des questions aux différents invités. On démarre par M. Adjinan. Merci. Et le premier intervenant, oui. On va y aller vite. Faire une comparaison. Nous avons encore 2 gros chapitres à aborder. Oui, il a dit que en Chine, les députés n'ont pas de salaire, c'est ce que j'ai retenu. Cela pose le problème des salaires politiques. Des salaires politiques. Parce que lorsqu'on parle de sacrifices, on va l'inscrire dans le champ de notre sujet. Tout le monde doit consentir des sacrifices et on parle du secteur de l'éducation comme étant la priorité des priorités. Aujourd'hui, vous n'allez plus entendre des apprenants dire qu'ils veulent devenir enseignants. Ils ne veulent plus devenir enseignants parce que moi je continue de croire, puisque le candidat Patrice Talon, devenu président de la République, a fait une promesse, celle de rendre le métier d'enseignant plus attractif. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore constaté cela. Elle se voit. Donc, on ne peut pas... Monsieur Gouchi a évoqué les conditions de travail et a donné le cas de CEG Tampé. On va aller aux questions. Oui, mais c'est de ça il s'agit. On a à peine 10 minutes. Lorsqu'on augmente les salaires politiques, alors que lorsque vous prenez le CEG Tampé, il n'y a que des clés. Il n'y a pas de salle de classe en matériaux définitifs, pratiquement au CEG Tampé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement doit se pencher sur ces questions-là. Idriss Yamini Koumayon a évoqué les subventions, le retard dans les subventions allouées aux établissements. Il a même demandé à ce que les différents ministres impliqués dans l'éducation... Est-ce qu'ils ont fait des tournées pour faire l'état des lieux, des difficultés, des réalités? Bon, nous ne pouvons pas répondre à leur place, mais nous constatons malheureusement que les subventions ne sont pas positionnées à temps et cela crée assez de difficultés aux établissements, parce que dans tous les établissements publics, vous avez au moins un gardien qui est payé sur le budget du collège, vous avez au moins une secrétaire, ainsi de suite. Donc, lorsque on ne dispose pas des subventions à temps, il y a des agents qui ne verront pas leur salaire payé. Il y a des réalisations qu'on ne pourra pas faire dans ces établissements-là. Donc, il est normal, parce que c'est un engagement pris par... Quant à M. de Souza, il demande quel est le moral de votre troupe. Bon, avant d'en arriver là, M. Idriss a parlé également du corps de contrôle. Elle se voyait. Ça pose le problème de recrutement, parce qu'il faut recruter les enseignants, il faut les former. Et qui sont ceux qui forment? Les conseillers pédagogiques, les inspecteurs. Il faut les recruter aussi. Ils ne sont pas en nombre suffisant, que ce soit dans le sous-secteur des enseignements maternels primaires, dans le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ils ne sont pas en nombre suffisant. Donc, le moral de la troupe, non mais c'est que le moral, la troupe a le moral dans les chaussettes, comme on le dit. Il n'y a pas du tout de motivation. C'est le langage du syndicat. Non, il n'y a pas de motivation. Je n'en ai pas vu qui puisse dire le contraire en tant que syndicaliste. Ce qui est positif, qui puisse acclamer un gouvernement en place. Non, ce qui est positif, nous le disons toujours. Elle se voyait. Nous avons demandé qu'on paye 12 mois sur 12 aux AME. Le gouvernement a fait ce pas-là dans la bonne direction. Mais on doit rappeler au gouvernement qu'il a promis le reversement des AME. Ça fait bientôt 3 ans. Et moi, je constate que lorsque nous prenons le pouvoir de la rupture, lorsque nous prenons le président Patrice Talon, il est dans le dernier tournant. Parce que l'année scolaire 2024-2025, c'est ça que nous allons entamer. Déjà en janvier 2026, il aura élection. Donc, que va-t-il faire pour rendre le métier d'enseignant plus attractif? Grosse question. Que les armes soient reversées. Il faut revenir sur la question du quota horaire hebdomadaire. Comment est-ce qu'on a un arrêté
qui a prévu 20h, 22h pour les AME. Rassurez-vous, on continue de leur attribuer 26 heures et l'arrêté est toujours en vigueur. Cela pose. Rassurez-vous, on pourra consacrer une émission spéciale aux conditions de vie des AME. Dernière question. Des enseignants surtout, des enseignants, on n'a pas évoqué les problèmes là maintenant. L'enseignant doit-il porter un écouteur à l'oreille en classe la problématique des châtiments corporels? Non, je crois que le port de téléphone portable en situation de classe, c'est interdit. Donc, on ne peut pas avoir un écouteur. Et on peut y ajouter aussi, manipuler aussi le téléphone en classe aussi. Parce que lorsque vous recevez un message, lorsque vous recevez un appel, cela vous perturbe et cela empiète sur la durée de l'enseignement. Cela pose un véritable problème. Maintenant, le châtiment corporel, c'est interdit. C'est interdit à se voir parce que lorsque vous prenez l'article 156, c'est interdit, ça tout le monde le sait. L'arrêté 156 portant règlement intérieur, mais il y a les grilles de et ces établissements qui sanctions, ces agents ou ces enseignants de certains établissements qui se refusent de comprendre. Non, il y a des privés où ils convoquent les parents pour dire si vous voulez que de temps en temps on corrige votre enfant, vous prenez un engagement. Là, moi, j'en connais. Mais si vous ne voulez pas, vous refusez. Donc, ils ont le choix et c'est surtout dans les établissements privés. Pour les publics, là, ça ne se passe plus. Les autres acteurs essentiels dans la réussite d'une rentrée scolaire, ce sont les parents. On a semblé les oublier, mais non. On consacrait la dernière partie à ce registre. On va y aller très rapidement. Les parents, que doivent-ils faire? Quelle est la responsabilité des parents dans la réussite de la rentrée scolaire? Eddy Kamikoto. Merci. On va faire très bref. Oui, une préparation psychologique déjà pour la mise en route parce que l'école reprend le 17, c'est dans quelques jours. Et donc, le 16 officiellement, mais on est en train d'apprendre que ça pourrait être le 17 en raison d'une célébration nationale. Oui, voilà, Maouloud. Donc on attend la confirmation des autorités. On attend la voix officielle. Oui. D'accord. Ce 16 septembre, j'aurai un an de plus. Et ce serait bien de démarrer la rentrée avec. Donc joyeux anniversaire par anticipation. Merci. Donc je disais, préparation psychologique, il faut déjà que les parents mettent dans le mental des enfants que la rentrée va démarrer et que les loisirs auxquels ils avaient droit commence pas à diminuer d'intensité, qui se préparent à revoir leur cahier, à revoir leurs notes, à revisiter leurs cours de l'année dernière pour se préparer à affronter efficacement la rentrée qui démarre. Une préparation physique aussi, ça va être indispensable. Et quand je parle de préparation physique, c'est les diligences à faire pour les inscriptions dans les écoles, pré-inscription, achat des fournitures scolaires, la tenue que les apprenants auront apporté, les chaussures, etc. Tout ce qui entre en ligne de compte pour qu'ils soient prêts pour la rentrée au plan didactique, au plan pédagogique et au plan vestimentaire. Il faut que les parents fassent ces diligences-là. Et l'après-rentrée aussi, il faut que les parents puissent apprêter les apprenants à participer efficacement au pré-rentrée. Et là, c'est malheureusement dans les écoles privées que la chose est respectée. Dans les publics, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais hier encore, ce n'était pas possible d'organiser une pré-rentrée en bonne et due forme, alors que la pré-rentrée devrait concerner non seulement les apprenants, les enseignants, les autorités des écoles, mais surtout les parents. Les parents devraient avoir aussi leur pré-rentrée, séance au cours de laquelle l'administration de l'école rappelle à chaque parent son cahier de charge. Les parents ont l'impression ou parfois le sentiment que lorsqu'ils ont payé la contribution, que leur rôle il est terminé. Ce n'est pas vrai. Et en dehors de cela, il y a le suivi. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rappeler les éléments constitutifs d'une pré-rentrée? Parce que pour dans certains établissements, les enfants sont appelés à balayer, à laver au point même de déclencher la grippe chez certains enfants. Est-ce là la pré-rentrée? C'est une question entre autres. La pré-rentrée ne se limite pas à apprêter les infrastructures, les lieux qui doivent accueillir les apprenants. Ça fait partie des activités à mener. Il faut préparer les lieux. Mais à la pré-rentrée, et c'est ce que M. Adjina a commencé par le dire, les listes doivent déjà être rendues disponibles. C'est que quand on vient à la pré-rentrée, les réinscriptions et les inscriptions ont été faites. Les classes ou les salles, les classes ont été attribuées aux apprenants. Chacun connaît sa classe et on vient découvrir maintenant quelle est la salle de classe dans laquelle on aura à évoluer. On vient découvrir quels sont les enseignants qui viendront nous donner les enseignements quand on est au collège ou quand on est au primaire. Quel est l'enseignant qui tiendra
qui nous tiendra durant l'année scolaire, quel est le contenu du programme qu'on aura abordé dans chaque discipline, dans chaque matière quand c'est au collège. Et c'est aussi à cette occasion aussi qu'il y a une séance interactive avec le professeur principal ou avec l'enseignant quand c'est au primaire pour dire aux apprenants les conduites à tenir, c'est-à-dire le contrat pédagogique en principe devrait déjà retrouver ses prémices à la pré-rentrée pour que chaque apprenant sache ce que l'administration scolaire attend de lui. Malheureusement, comme je le disais, ça ne se fait pas dans les écoles publiques. C'est seulement dans les privés que c'est automatique, mais dans les publics, bon, je ne sais pas si la chose est bien organisée, mais ça devrait être ainsi aussi pour le public, pour que ça, on puisse mettre désormais un peu plus de sérieux dans la pré-rentrée. Et comme je le disais, les parents aussi doivent avoir une pré-rentrée. Quand on est parent, il faut pouvoir être informé du rôle qui est le sien pour que la scolarité de nos enfants se passe bien, parce que c'est quand même un investissement. Et les parents ont besoin de faire le suivi. Quand je parle du rôle des parents, il y a le suivi qu'il ne faut pas occulter. Bien souvent, quand le mois de septembre est passé, les parents se disent, bon, ça fait l'année prochaine. Et j'ai connu des parents... Quand vous parlez du suivi, c'est pas seulement constater la note ou la moyenne. Non, c'est un suivi régulier. Par exemple, à chaque retour des enfants de l'école, le parent doit s'enquérir de ce qui a été fait. Faire le bilan au moins pendant 30 minutes à 1 heure de temps avec l'enfant, ce qu'ils ont eu comme connaissance dans la journée, comment est-ce qu'il les a maîtrisés, ses difficultés, même si le parent n'est pas un enseignant, il peut déjà échanger pour permettre à l'enfant de faire le bilan pédagogique de sa journée. Ça, c'est le suivi qui est indispensable pour des résultats élogieux. Il y a des parents qui vont dormir sur le laurier et c'est en fin de premier trimestre ou de deuxième trimestre qu'ils se rendent compte que l'enfant n'a pas performé. Donc, le suivi journalier, on aura fini dans quelques 1 minute 30 secondes puisque René Bawa est presque à la porte du studio déjà et vous le constatez. Alessandra Dilan. Merci. Je crois que par rapport à la pré-rentrée, cela est nécessaire parce que on ne doit pas réserver les activités de la pré-rentrée pour la période de rentrée. Dans les salles de classe, je parle surtout du public, les emplois du temps doivent être déjà affichés. Donc, l'apprenant qui vient découvrir sa salle de classe, là où son nom est affiché, c'est que il a cours dans telle discipline, tel jour, de telle heure à telle heure, ainsi de suite. En dehors de ça, je crois que il faut prendre les dispositions pour que les cours reprennent effectivement, mais nous avons constaté qu'il y a des dispositions qui n'ont pas été prises et qui vont perturber un peu les mutations qui sont venues en retard, les nominations, nous l'avons évoqué. Donc je crois que chacun doit faire des efforts. Et pour finir, moi je voudrais lancer un appel, au gouvernement, surtout au chef de l'État, parce que nous avons parlé du reversement des AME, des questions de formation, on n'a pas pu donner des détails, mais il y a une catégorie d'agents. Il y a des gens qui sont sans contrat, sans salaire depuis 2007 et qui attendent d'être reversés. C'est-à-dire ce sont des occasionnels qu'on devrait reverser. Donc votre appel, c'est que le point a été fait et une commission a travaillé en janvier 2024 à la direction départementale du travail de la fonction publique à Abomey. Jusque-là, ceux-là espéraient leur contrat avant la rentrée. Il y a des enseignants, il y a des gens d'autres secteurs. Le souhait, c'est que le gouvernement se penche sur la question pour que ceux-là qui sont affamés depuis bientôt 17 ans puissent retrouver le sourire. Parce qu'il l'appel est lancé au chef de partie de la République. Merci. Voilà. Alessandra Dina, je rappelle que vous êtes secrétaire général national du syndicat des enseignants du secondaire technique et de la formation professionnelle du Bénin. Eddy Kamikoto, 15 secondes. Je voudrais dire belle rentrée à tous les acteurs de l'éducation au Bénin, les parents, les enseignants, les autorités, les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux, les collectivités locales qui accompagnent et surtout les apprenants. Et j'espère qu'on reviendra ici pour donner des conseils pratiques aux apprenants pour une meilleure prise en charge de leur année scolaire. Et je voudrais leur dire... On va faire l'exercice, rassurez-vous. Oui. Dans différentes éditions d'information. Merci. Merci. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue et consultant en éducation. C'était rentrée scolaire 2024-2025. Mieux comprendre les dispositions pratiques et implications des divers acteurs. Merci de nous avoir suivis. C'était Franc-Parler sur Radio Cotonou. Retrouvez l'émission en nouvelle diffusion à 19h30. Ghislain Agbangba nous a permis d'être présent dans vos différentes demeures. Et grâce à JobKeeper, vous nous retrouverez sur nos différentes plateformes digitales. À dimanche. Franc-Parler